Ce soir, pour son 800e numéro, E = M6 vous propose un voyage au temps des Gaulois. Indisciplinés, bagarreurs et un brin rustique, c'est l'image que vous avez d'eux? Vous allez voir que la réalité est bien différente. Pour la découvrir, Mac Lesguy a passé 24 heures dans la peau d'un Gaulois. À quoi leur maison ressemblait-elle? Comment se nourrissaient-ils et comment s'habillaient-ils? C'est aussi solide qu'un jean, c'est ça? Ouais, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de braguette. Prenaient-ils soin d'eux? Ça, c'est un savon fabriqué selon une méthode gauloise. Grâce à des reconstitutions et aux éclairages de spécialistes de l'époque, vous allez voir que les Gaulois sont en fait d'incroyables inventeurs, pour qui le confort est une priorité. Bienvenue en Gaule, il y a un peu plus de 2000 ans. Vous pensez que les Gaulois sont des sauvages primitifs qui habitent dans des huttes rondes et enfumées? Eh bien, détrompez-vous, vous allez pouvoir réviser toutes vos idées reçues en la matière. Pour ce numéro exceptionnel de E = M6, je suis ici dans le village gaulois reconstitué de Corriobona. Bonjour Patrick. Bonjour Mac. Dans quelle tribu gauloise sommes-nous? Ici, nous sommes chez les Lémovis. Les Mauvises qui habitent la région aujourd'hui du Limousin. Exactement. On peut visiter ce village? Absolument. Je vous suis. Ici, en Charente, un groupe de passionnés a reproduit scientifiquement les constructions des Gaulois. Maisons, tavernes, greniers, grâce à ces reconstituteurs, vous allez pénétrer dans la vie quotidienne des Lémovis, le peuple qui occupait cette partie de la Gaule. Car celle-ci n'est pas une nation unique. Notre territoire est en fait habité par une soixantaine de peuples celtes indépendants. Ils ne s'uniront que pour combattre les Romains. Que reste-t-il aujourd'hui de cette civilisation? Comme les Gaulois n'ont pas laissé d'écrits, seules les recherches des archéologues nous permettent de comprendre leur mode de vie. Et vous allez le voir, ils ont fait des découvertes incroyables. Vous pensez que les Gaulois vivent dans des huttes rudimentaires? Vous avez tout faux. Ce sont peut-être les inventeurs du confort moderne. Pour le prouver, Patrick, reconstituteur historique, nous fait pénétrer dans la demeure du chef du village. Patrick, vous êtes en train de construire un toit en chaume, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut visiter l'intérieur d'une de ces magnifiques maisons? On y va. Je vous suis. Ah, faut se baisser un petit peu. Donc voilà la maison aristocrate. Ah oui, belle maison, aristocrate, parce que je voyais les boucliers, il y a de la vannerie, des poteries, c'est ça, et on sent la richesse, c'est ça? Oui, c'est la maison du chef. Les Gaulois sont passés maîtres dans l'art de la construction. Dans la maison du chef, on trouve des objets du quotidien dont beaucoup n'ont guère changé jusqu'à aujourd'hui. Comme toutes les maisons gauloises, celle-ci est organisée autour d'un foyer central qui sert à cuisiner et à se chauffer. Alors je vois bien que c'est riche, c'est magnifique, mais il n'y a pas de cheminée. Donc dès qu'on fait du feu, comme ici, c'est enfumé. Bah non, la preuve c'est qu'on n'est pas enfumé. Donc là, non. en Ouais, fin de non, compte, on a 7 mètres de hauteur déjà, et puis cette fumée, elle passe à travers le chaume. La fumée traverse le chaume? Absolument. Mais je croyais que le chaume, c'était imperméable. C'est imperméable dans l'autre sens, c'est-à-dire ça ne rentre pas à l'intérieur de la maison. Par contre, la fumée sort très bien. Elle monte et elle suit les canaux du roseau pour ressortir dès qu'elle arrive à l'air libre. Si l'eau de pluie glisse sur le toit de chaume, la fumée, elle, le traverse par tous les interstices. La maison respire littéralement. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais la fumée qui sortait par le chaume. Absolument. Je me disais, c'est bizarre. Non, c'est normal. C'est normal, C'est complètement extrêmement normal. bien conçu, Ouais. alors. Oui, et puis cette fumée, en fin de compte, ça va permettre aussi de tuer les tiques, les araignées, les puces. En fin de compte, vous avez une maison qui est très très saine. Absolument saine. À l'opposé des petites huttes de nos vieux manuels d'histoire, les habitations gauloises sont donc spacieuses et confortables, comme les nôtres aujourd'hui. Et voici d'ailleurs une reconstitution fidèle en images de synthèse. Et ce sont les découvertes des archéologues qui permettent de l'affirmer avec certitude. Direction Bibracte, en Bourgogne, un des plus grands sites gaulois étudiés en France. Au sommet de cette colline, sur ce site de fouilles, les scientifiques mettent au jour chaque année les vestiges de nombreuses maisons gauloises. Et il faut un œil bien avisé pour les identifier, comme nous le confirme Vincent Guichard, archéologue. Bien, ici j'entre dans une maison gauloise qui a été dégagée par les fouilleurs ces dernières semaines.
Et qu'est-ce qui reste de cette maison? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Hein, donc c'est une des difficultés de l'archéologie gauloise. On doit étudier, caractériser des bâtiments qui étaient construits en bois essentiellement. Le bois, 2000 ans après, il a disparu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'empreinte des poteaux porteurs, de l'ossature de la maison. Donc voilà ces poteaux, vous les voyez, et ils sont assez régulièrement espacés. Et oui, vous avez bien vu. Contrairement aux constructions en pierre des Romains qui laissent des ruines, il ne reste aujourd'hui des constructions gauloises en bois que ces trous, les traces des poteaux porteurs. En fonction de la taille de ces trous et de leur emplacement, les scientifiques peuvent reconstituer la hauteur et la forme de ces maisons. Elles ne sont pas rondes comme on l'a longtemps cru, mais rectangulaires et hautes, avec un toit très incliné, en chaume ou en tuiles de bois, selon les régions. En examinant le sol de la maison, les archéologues trouvent de nombreux indices. Ici, par exemple, vous voyez, il y a une chape d'argile, c'est de l'argile hein, qui est un peu plus claire, et là, elle a rougi. Et c'est très égalisé en surface. En fait, dans ce coin de la maison, il y avait un foyer. C'est ce même foyer que l'on retrouve au centre de notre maison gauloise reconstituée. Une maison d'un confort étonnant pour l'époque. Est-ce que c'est une maison qui est bien isolée? Très isolé. L'hiver, ici, on a dormi, moins 11 dehors, 11 cm de neige, 24 degrés à l'intérieur, petit bœuf bourguignon, tranquille. On a passé une nuit superbe. Le matin, il faisait 16 degrés. Chauffage au bois, isolation, matériaux naturels, on peut dire que c'est les maisons écologiques basse consommation d'il y a 2000 ans. Ah ouais, on est en plein dans l'énergie renouvelable. Je crois qu'on devrait redécouvrir l'architecture gauloise. Et grâce aux découvertes scientifiques, on sait aujourd'hui que ces maisons sophistiquées sont même parfois peintes ou sculptées. C'est pas parce que c'est en bois que c'est des cabanes dans la forêt. On a affaire à de l'architecture véritablement urbaine. On a un savoir-faire tout à fait bien établi de la charpente. Et les Gaulois sont de grands bâtisseurs. Ils construisent de véritables villes abritant parfois plus de 10 000 habitants. Rappelez-vous, leurs seules matières premières sont le bois, la terre et la paille. Impossible de réaliser ces prouesses d'architecture sans des outils très performants. Et les Gaulois sont des artisans hors pair, qui excellent notamment dans le travail du métal. Retour à Aes pour découvrir l'atelier du forgeron. Ici, tous les outils sont façonnés avec les techniques de l'époque. Leur matériau de prédilection, c'est le fer. Et là encore, les Gaulois sont modernes. Regardez ce couteau, ces serpettes ou même cette tarière, l'ancêtre de la perceuse. Ces outils, notamment la tarière ici, on va la retrouver encore de nos jours. Je suis sûr que dans vos familles, vous avez un grand-père qui a encore cet outil et il s'en est servi notamment pour faire ses échelles. À la pointe de la technologie, les Gaulois sont les meilleurs métallurgistes de l'Europe antique. Et aujourd'hui encore, nous sommes les héritiers de ce savoir-faire. Mais que sont devenus tous ces outils fabriqués il y a plus de 2000 ans? Direction le centre d'archéologie de Bibracte, où Vincent Guichard nous emmène dans les réserves. S'il ne reste plus que très peu de traces du bois, le fer, lui, a traversé les âges. Et même s'ils sont très rouillés, les objets parlent encore. On va par exemple sortir un objet qui est complet. C'est très corrodé. Ben ça, c'est une clé de porte gauloise. Voilà. Hein. Donc on avait, à la fin de l'âge du fer, on a le souci de protéger ses biens, de se protéger de ses voisins. Hein. Peut-être le vol commence à se développer. Et on trouve énormément d'éléments de serrure. Les archéologues ont bien identifié des clés. Mais pour les serrures, ils ont fait appel à nos reconstituteurs, car les mécanismes en bois ont totalement disparu. Voici la solution que Patrick leur a proposée. Une serrure adaptée à chaque clé qui sécurise parfaitement la maison. Autre trouvaille, ce contrepoids retrouvé dans une fouille dont on ne connaissait pas l'usage. Un jour, en réparant la fenêtre en hauteur, il a eu une révélation. Et le jour où on refait cette fenêtre, là-haut, il fallait vraiment la manipuler, monter là-haut pour la fermer. Et tout d'un coup, mais c'est bien sûr, quoi, ce contrepoids, il sert à fermer cette fenêtre, tout simplement. Voici donc l'ancêtre de la télécommande, une ouverture et une fermeture de fenêtre à distance. Cette maison recèle de nombreuses trouvailles. Et ce n'est pas fini. Voici une autre invention typiquement gauloise. Alors donc ici, c'est les appartements du chef, c'est ça? Un salon. Et ça, c'est la partie chambre à coucher?
Voilà, là, ici, on est sur le lit du chef et de sa compagne. Je peux tester? Bien sûr. Bon, ça va être un peu dur, hein, j'imagine. Hein. Voyons. Ah ben non. Mais en plus, c'est moelleux. C'est quoi? C'est de la paille? En fin de compte, c'est de la laine de brebis, de la laine de mouton. Les Gaulois vont inventer ce matelas. Le matelas, c'est une enveloppe en feutre. Et à l'intérieur, c'est bourré de laine. Les Gaulois, Patrick, sont les inventeurs du matelas moderne, c'est ça? Oui. Entre autres, oui. Ce sont les inventeurs du matelas, ouais. Je fais une petite sieste, on se retrouve tout à l'heure. Aucun souci. Oh, mais qu'est-ce qu'on est bien. Ça sent bon le feu en plus. Vous l'avez compris, les Gaulois ont multiplié les inventions pour rendre leur maison confortable. Et à quelques détails près, les maisons du village d'Astérix ne sont donc pas très éloignées de la vérité. Et qu'en est-il de leur alimentation? Qu'est-ce qui se passe? Oh, une histoire de poisson pas frais. Vous croyez que le sanglier constitue leur plat principal? Là encore, il va falloir réviser vos idées reçues. Les Gaulois ne mangent sans doute pas très différemment de nous. Mac poursuit sa visite du village reconstitué. Véronique, experte en cuisine gauloise, lui a préparé un authentique repas d'il y a un peu plus de 2000 ans. Oula, mais ça sent extrêmement bon. Là, qu'est-ce que c'est, Véronique? C'est un repas de fête? C'est un repas quotidien? C'est un repas quotidien. D'accord. Alors là, vous faites des galettes, mais surtout, moi, je vois de la viande. Là, j'imagine évidemment du sanglier. Absolument pas. Les Gaulois ne mangent quasiment pas de sanglier. Mais alors, le sanglier, c'est une légende? C'est un animal sacré chez les Gaulois, donc ils en mangent très très peu. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils mangent alors? Les Gaulois mangent principalement du porc, du bœuf, un peu de cheval. L'image du Gaulois se nourrissant de produits de sa chasse est donc totalement fausse. Les premiers archéologues ont confondu les défenses de leurs cochons d'élevage avec celles des sangliers sauvages. En fait, les Gaulois sont de grands éleveurs. On trouve autour de leurs fermes, tout comme aujourd'hui, des cochons, des moutons, des chèvres et des bœufs. Et ils consomment aussi un animal très particulier. Les Gaulois mangent du chien. Ils mangent du chien? Ah, ça, c'est une différence. Et c'est bon, vous avez déjà goûté? Non. Non, ça se fait plus aujourd'hui, hein. Ouf, nous sommes rassurés. Pour accompagner ce sauté de porc, des oignons, de la carotte blanche, des fèves, ainsi que des graines de blé bouilli. Le blé, c'est la grande richesse des Gaulois. Excellents cultivateurs, ils produisent et même exportent cette céréale en abondance. L'archéologie montre très bien qu'il y a un développement de l'agriculture extraordinaire au IIe siècle et au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a de plus en plus de fermes. Dans les terrains les plus fertiles, comme devant nous, la vallée de la rivière qui s'appelle la Roue, on a une ferme gauloise tous les kilomètres. On met vraiment une agriculture qui devient intensive. Les rendements sont élevés car les Gaulois ont inventé des méthodes pour enrichir la terre. Et ils disposent d'outils modernes comme des arères avec des socs de fer, ancêtres des charrues d'aujourd'hui, tirés par des bœufs. On a même retrouvé chez des Gaulois de Belgique l'ancêtre de la moissonneuse. Pour le dessert, Mac va avoir droit à une spécialité 100% gauloise. Véronique lui a préparé des galettes à base de farine de blé, d'œufs, de noisettes et de miel. Seule solution pour avoir un goût sucré. Alors, le miel? On sent bien le miel et les noisettes. Bah, c'est délicieux. L'ancêtre du cookie. Je dois vous dire quand même, Véronique, je suis extrêmement surpris. Je pensais vraiment trouver des Gaulois qui mangeaient le produit de leur chasse ou de leur cueillette. Et là, c'est tout le contraire. C'est le produit de l'élevage et l'agriculture, exactement comme aujourd'hui. Donc finalement, qu'est-ce qui leur manque? Les tomates, les pommes de terre, voilà, quelques légumes du Nouveau Monde, quelques fruits et légumes, et c'est tout. Le réfrigérateur. Et pourtant, les Gaulois savent déjà conserver leurs aliments. Par exemple, dans ces greniers sur pilotis où ils gardent le grain à l'abri des rongeurs. Regardez cette trouvaille. Ces pierres plates empêchent les souris d'accéder au grenier. Pour Mac, l'heure est venue de passer à table. Les enfants, un peu de blé gaulois? Oui. Hop. Tu sais, une petite Gauloise doit manger si elle veut devenir grande, hein. Pour l'assaisonnement, du sel, mais pas encore d'épices. Tout le monde a l'air d'apprécier. Ça, c'est délicieux, mais j'imagine que les Gaulois boivent. On sait quand même que c'est les soifards, les Gaulois. Qu'est-ce qu'ils boivent, Vincent? Eh ben, principalement de l'eau. Ah, d'abord de l'eau. C'est ça. Après, chaque famille confectionne sa propre cervoise. La cervoise, ancêtre de la bière, est faite comme elle à base d'orge. Alors, je goûte.
C'est un peu du raid, hein. Alors, peut-être que ça a vaguement le goût de bière, mais ça pétille pas. C'est ça. Et ça a un goût de plante un petit peu. Les Gaulois mènent une vie saine, ont une alimentation absolument délicieuse. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait comme progrès entre 2000 ans et aujourd'hui? Je me demande. D'autant que pour améliorer leur ordinaire, les Gaulois ont une boisson de fête, le vin. Contrairement à la cervoise, il n'est pas conservé dans des tonneaux, mais dans des amphores. Et ce vin, d'où vient-il? Nous avons posé la question à Mathieu Pou, archéologue, spécialiste de la Gaule. Nous le retrouvons dans les galeries du musée de Bibracte. Ce vin n'est pas produit sur place. Les Gaulois n'en produisent pas, ils n'ont pas le savoir-faire, ils n'ont pas les cépages acclimatés qui permettent de produire du vin. Donc ils vont l'importer en masse par bateau. Ces bateaux partent du centre de l'Italie et peuvent transporter jusqu'à 6000 amphores. Ils arrivent à Marseille, d'où les amphores remontent ensuite les fleuves jusqu'aux grandes villes. Les Gaulois les plus riches raffolent de ce vin romain. Ils le consomment à chaque grande occasion, comme nous le faisons aujourd'hui avec le champagne. Il n'y a pratiquement pas un événement politique, peut-être même privé, où on ne consomme pas de vin. Et c'est du vin romain. Et après avoir vidé ces amphores, les Gaulois ont une habitude étonnante. Direction une des places de la ville de Bibracte pour la découvrir. Vous regardez de plus près, on voit tout de suite qu'il s'agit de fragments d'amphores. Rouge, ici, ici, ici. Une fois qu'on avait bu le vin, un des usages les plus habituels à Bibracte, c'est qu'on les cassait en 1000 morceaux et on s'en servait pour paver les sols. Regardez, c'est incroyable. Le sol de cette place publique est recouvert d'amphores. Cela nous prouve qu'ils en ont consommé des quantités impressionnantes. Vin, blé, les Gaulois pratiquent donc le commerce à grande échelle. Et de l'élevage des moutons, ils tirent une autre richesse, la laine. Avec elle, ils confectionnent des vêtements si modernes et élégants que l'on peut se demander si, finalement, ils sont moins raffinés que nous. Sur leur métier à tisser perfectionné, les Gaulois fabriquent des tissus rayés, qui ne sont pas sans rappeler les motifs écossais. Ce savoir-faire est très apprécié des Romains, qui importent en grand nombre des vêtements made in Gaule. Patrick, ça fait plusieurs heures que je me promène avec cette tenue gauloise. Je la trouve extrêmement confortable. Et notamment ça, c'est l'ancêtre du pantalon. Oui, la paire de bray. C'est un vêtement qui va être emprunté au peuple scythe, aux cavaliers. On est beaucoup plus à l'aise à cheval avec ça qu'avec la petite jupette romaine. Et donc, les Gaulois vont finir par l'adopter. Alors ça, vous disiez, c'est aussi solide qu'un jean, c'est ça? Ouais, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de braguette. Ah, il n'y a pas de braguette. Bah, c'est la différence Voilà. entre les braies gauloises et le pantalon, c'est l'absence de braguette. Voilà. D'accord. En lin, en chanvre ou en laine de mouton, les vêtements des Gaulois sont chauds, confortables et résistants. Et en plus, ils ont du style. Alors ça, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle un séon. Un séon. C'est Voilà. une cape qu'on replie. On le porte comme ça, donc ouvert sur le côté droit puisqu'on porte l'épée sur le côté droit. Et le soir, eh bien, on va se renfermer comme ça, et puis on est bien au chaud. Mais alors moi, ce qui m'étonne, ce sont ces couleurs extrêmement vives. Alors, je pensais qu'autrefois, c'était compliqué d'avoir des colorants. Comment on faisait? Alors la couleur, ben, vous l'avez ici autour. C'est dans la nature que les Gaulois trouvent les pigments qui servent à teindre la laine. Nos reconstituteurs sont parvenus à recréer plus de 40 couleurs différentes avec des pigments 100% naturels. Ce jaune-là, plutôt clair, ben, on a de la fougère. Ici, le bleu, c'est la guêde. Le bleu, une laine en bleu comme ça, ça Voilà. vient d'une plante qui s'appelle la guêde. Voilà, la guêde. Ici, c'est pas une plante, c'est un insecte, c'est de la cochenille. D'accord. Ça, c'est de l'oignon. Ici, c'est la couleur naturelle du mouton ouessant, donc en marron comme ça. Donc tout ça, ça c'est vraiment incroyable. Ce sont des laines qui ont été teintes avec les procédés donc d'il y a 2000 ans, les procédés gaulois. Voilà, c'est ça. En tout cas, je trouve cette tenue extrêmement chic, très confortable. On n'a plus qu'à remettre au goût du jour la mode gauloise. On pourrait. Et par-dessus leurs vêtements, les Gaulois portent des bijoux, les hommes comme les femmes. Ce qu'on retrouve beaucoup, ce sont les parures métalliques qui complétaient le vêtement. Et notamment ces fibules en fer, qui sont des sortes de grosses épingles de nourrice, des broches qui servaient à graffer deux pans du vêtement. On trouve évidemment toute une série de bijoux qui étaient utilisés aussi bien par les femmes que par les hommes. Vous avez des boucles d'oreilles, vous avez des bagues qui étaient portées par les couches supérieures de la société généralement, parce que ces parures, comme les torques en or ici, étaient réalisées dans des matériaux rares, précieux, en or, en argent. Des bijoux,
Des vêtements élégants. Quelle surprise nous réservent encore les Gaulois? Ça, c'est un savon fabriqué selon une méthode gauloise. En matière d'hygiène et de médecine, vous allez voir qu'ils sont aussi en avance sur leur temps. Oui, effectivement. D'autres découvertes étonnantes sur la vie des Gaulois dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Mac Lesguy poursuit son exploration de l'étonnante civilisation gauloise dans le village d'Ess, en Charente. Ici, un groupe de passionnés reproduit les conditions de vie des Gaulois en tenant compte des dernières découvertes des archéologues. Des conditions de vie bien éloignées de celles d'Astérix et de ses compagnons. Vous pensez que les Gaulois ont tous des moustaches et des cheveux longs? Encore une idée fausse. En matière d'hygiène, vous allez voir qu'ils ne sont pas moins raffinés que nous. Mac Lesguy va découvrir la toilette d'il y a un peu plus de 2000 ans. Bon, Emma, on va pas se mentir, en ces temps reculés, forcément, les Gaulois sont sales. Mais non, pas du tout. Ah bon Ils sont, par exemple... Oui, bah ça, c'est un savon moderne. Non, c'est un savon gaulois. Les Gaulois sont les inventeurs du savon. Ça, c'est un savon fabriqué selon une méthode gauloise. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, on va trouver de la cendre et de la graisse animale. Ah bah oui, ça cendre et graisse, ça je sais, il y a une réaction dite de saponification, ça fait un savon. Voilà. Est-ce qu'il est efficace? Tiens, regarde. C'est parti pour le test du savon. Mac se salit les mains. Tiens. Il y a là-dedans que de la cendre et de la graisse animale. Au fait, saviez-vous que le mot savon est l'un des rares mots d'origine gauloise qui soit parvenu jusqu'à nous? Verdict, mes mains sont parfaitement propres. Ça veut dire que il y a exactement 2000 ans, les Gaulois ont un moyen de nettoyage universel de savon aussi efficace qu'aujourd'hui. C'est pareil, c'est le même principe que le savon de Marseille d'aujourd'hui. En fait, ils font vraiment attention à leur apparence. Leur hygiène est donc bien plus avancée qu'on ne le pensait. Regardez cette autre invention, le véritable couteau suisse de la toilette gauloise. Avec sa pince à épiler, Oups, oui, effectivement. Ouh la vache, pardon. Qu'est-ce que c'est? son cure-oreille et son indispensable coupe-ongle. Pour se couper les cheveux, il dispose de ses forces, l'ancêtre des ciseaux. Et pour la barbe, il y a même un rasoir. Ah oui, effectivement, ça coupe. Les Gaulois seraient donc propres? Nous avons posé la question à Mathieu Pou, archéologue spécialiste de la Gaule. Nous le retrouvons dans les galeries du musée de Bibracte, où l'on peut aujourd'hui encore admirer les authentiques accessoires de beauté des Gaulois. Et ne ressemblait sans doute pas à ces barbares chevelus et velus que l'iconographie populaire a immortalisés. Mais en fait, on a affaire à des gens qui soignent leur apparence. Et les portraits représentés sur les monnaies, par exemple, sont des portraits glabres, ou alors avec des petites moustaches soigneusement taillées. Nous sommes tombés sur Le Gaulois n'a donc pas toujours la moustache d'Astérix et le druide une barbe blanche. Au fait, quel est précisément le rôle de cet homme mystérieux? Après le chef, le druide est bien le personnage le plus important de la société gauloise. Et ce n'est pas uniquement un prêtre, c'est avant tout un savant aux compétences scientifiques étendues, mathématiques, astronomie, biologie et médecine. Les druides sont en quelque sorte polytechniciens. Ils ont toute une palette de compétences. C'est eux qui, par exemple, vont transmettre le savoir oral, les connaissances, dans le cadre de l'éducation des enfants, par exemple, ou des jeunes. C'est eux qui, effectivement, ont des connaissances scientifiques, en astronomie, par exemple, mais aussi au niveau de la nature, des plantes, la physiologie. Et c'est eux qui, par exemple, peuvent identifier les plantes qui sont soit des poisons, soit des remèdes. Les druides ne se contentent pas de cueillir le gui. Ils récoltent une grande variété de plantes médicinales avec lesquelles ils soignent les maux du quotidien. Comme un médecin d'aujourd'hui. L'écorce de cet arbre, la bourdaine, sert par exemple à améliorer la digestion. Pour soigner les blessures, les druides ont recours au miel et aux feuilles de plantain, deux produits naturels antiseptiques et cicatrisants. Et ce n'est pas tout. Les connaissances médicales des druides vont même jusqu'à la pratique de la chirurgie. C'est vrai que les fouilles, par exemple, nous mettent parfois en présence d'instruments de chirurgie, des scalpels, des petites sondes qui servent à écarter les chairs. Et ça requiert tout un savoir-faire, des connaissances très pointues. Et il semble que les druides aient été les dépositaires de ces connaissances. Les druides gaulois pratiquent donc des actes de chirurgie qu'ils auraient appris auprès des médecins grecs, les spécialistes de l'époque. Mais ces opérations, que permettent-elles de soigner? Les infections, très fréquentes, évidemment, à l'époque où on
maîtrisent absolument pas la désinfection. Des maladies diverses, des maladies de l'œil. On a trouvé certains instruments chirurgicaux évoquent des opérations oculaires. On peut penser à des fractures ouvertes. Il y a les blessures infligées au combat, par exemple, les coups d'épée, qu'on pouvait traiter en partie avec ces instruments. Les Gaulois possèdent une médecine élaborée. Certains d'ailleurs vivent jusqu'à 70 ans. Encore faut-il pour cela qu'ils ne soient pas morts au combat, car les conflits entre tribus sont fréquents. Au fait, les Gaulois sont-ils les guerriers indisciplinés dépeints dans Astérix? Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Au village d'Es, c'est l'heure de l'entraînement quotidien. Une bonne condition physique est très importante. En cas d'attaque, le Gaulois doit à tout moment pouvoir lâcher son outil et se saisir de son arme. Allez, c'est bon, pause. Dis-moi Patrick, mais c'est extrêmement violent. Combien de temps on tient avec un combat pareil? Quand on a un athlète, à peu près 10 minutes. Quand on est des gens normaux comme nous, 5 minutes, déjà, on est sur les genoux. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que dans toutes les représentations des Gaulois, on voit toujours les casques avec des ailes, avec des cornes de vache. Et là, je vois un casque extrêmement moderne qui me rappelle presque le casque du légionnaire romain. Oui, ben là, on est encore dans la grosse caricature. Ce casque, il est typiquement gaulois. Ça, c'est un vrai casque gaulois, pas romain. Ici, au niveau de la manufacture gauloise, ouais, c'est déjà une calotte qui est très travaillée, avec une visière et un protège-nuque sur l'arrière. Le casque très moderne des Gaulois protège l'ensemble du crâne. Et les deux parties articulées protègent les mâchoires. Alors, j'allais vous dire aussi, c'est un anachronisme. La côte de maille, pour moi, ça me fait penser au Moyen-Âge, pas du tout à l'époque gauloise. Eh non, celle-ci, elle est bien gauloise. Alors, la particularité de la côte de maille gauloise, c'est le fait d'avoir une double protection au niveau des poumons, du cœur, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière, avec le col marin. Voilà, ici, vous avez une double protection. La côte de maille, qui protège le torse des coups d'épée, est une autre invention typiquement gauloise. Alors évidemment, tous les guerriers n'étaient pas équipés de la même manière. L'équipement de base, c'est la lance et le bouclier. Les côtes de maille qui protègent le combattant au niveau du corps, du buste, c'est de la haute technologie, ça prend beaucoup de temps à fabriquer, c'est très cher. Elles sont réservées aux officiers et aux chefs de troupes qui sont seuls à les porter. S'ils avaient des casques extrêmement perfectionnés, des côtes de maille, des boucliers qui étaient au top de la technologie de l'époque, c'est qu'ils étaient soucieux de protéger leurs soldats. Voilà, le but du jeu, c'est de revenir vivant après la bataille. Ça vient totalement à l'encontre des Gaulois indisciplinés, bagarreurs, qui courent tout nus faire suce à l'ennemi. En fait, non, derrière, il y a une armée qui est efficace et moderne. Absolument. D'ailleurs, je pense que Seth va vous prêter son matériel avec grand plaisir, comme ça vous allez pouvoir tester. Ouh, mais j'ai jamais fait ça. Main droite ou main gauche? Main droite. Je suis gaucher en plus, voilà, là. Bouclier en avant, on se protège avec le bouclier. Et là, laissez-vous faire, il arrive. Hein? Oh, il arrive, j'y arrive moi-même, moi, tiens. Eh oui, Mac, la réputation de force et de courage des Gaulois n'est pas usurpée. Pour le reste, leur civilisation est bien plus avancée qu'on le pense souvent. Et qu'il s'agisse d'artisanat, d'agriculture ou d'hygiène, nous en sommes aujourd'hui leurs lointains héritiers. Voilà, cette émission est terminée. Je vous souhaite une excellente soirée sur M6, bien sûr. À très bientôt pour un nouveau numéro de E égale MC. C'est bon, Tout va bien, Et maintenant que les Gaulois n'ont plus de secret pour vous, écoutez bien cette question qui peut vous rapporter peut-être la somme de 3 000 €. Les Gaulois habitent, réponse 1, dans des huttes rondes, ou alors réponse 2, dans des maisons
rectangulaire. Pour jouer, c'est très simple. Par téléphone, vous appelez le 36 26. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance!